Bonjour à nos auditeurs fidèles de Bref d'actualité. Bonjour à tous. Nos émissions sont diffusées largement sur tous les réseaux sociaux et nous vous invitons à en faire de même sur vos réseaux personnels, professionnels. Je pense que nos émissions ne manquent pas d'intéresser tous ceux qui veulent entendre parler de l'avenir de la France, du sort du peuple français et même de nos contradicteurs. Donc, n'hésitez pas à largement diffuser ces émissions. Alors aujourd'hui, thème très important, celui des banlieues. Nous avons pour ce débat Christopher Détailleur-Henry, que vous connaissez bien, porte-parole de l'Appel au peuple et membre du bureau national et responsable communication. Nous accueillons ce soir une personnalité, Emmanuel de Richoufs, général de l'armée française, Saint-Cyrien, qui fit une grande partie de sa carrière dans la Légion étrangère, principalement dans la Légion étrangère. Jeune lieutenant, je crois qu'il sauta sur Colvézi et il participa à de nombreuses opérations extérieures, au moins une dizaine. Donc, le général de Richoufs, vous vous souvenez peut-être, est également signataire de la fameuse pétition dite des généraux, signée par des dizaines de milliers d'anciens militaires, dont votre modeste serviteur qui n'a jamais accédé aux étoiles. Rappelons que cette pétition était uniquement une alerte lancée par des citoyens à nos gouvernants au sujet de ces zones où la République a reculé, notamment face au trafic de drogue et à l'islamisme radical évidemment. Le général de Richoufs est aussi connu comme le général des banlieues. C'est un surnom qu'il a acquis en raison de son engagement afin d'aider des jeunes de ce que nous appelons les cités à préparer leur réinsertion dans la société active en s'émancipant des fausses valeurs colportées parfois dans ces zones de non-droit que nous venons d'évoquer. Mon général, je viens très brièvement de présenter votre carrière et cet intérêt que vous continuez de porter à nos jeunes compatriotes. Vous venez de sortir un livre paru chez Michel Lafon et qui va, à mon sens, faire du bruit avant qu'il ne soit trop tard. C'est un manifeste que vous avez écrit à partir de votre expérience personnelle et qui propose de nombreuses solutions pour remédier à la situation critique que l'on trouve dans nos banlieues et que nos gouvernements, il faut le dire, depuis 30 ans, refusent de prendre en compte. Et pourtant, ces gouvernements, leur premier devoir, c'est d'assurer la sécurité de tout le peuple français, y compris celui des banlieues, des cités. Il doit aussi assurer la sécurité de notre République, qui doit être une et indivisible. Alors, voici ma question, première question. Mon général, pouvez-vous, dans un premier temps, compléter ma présentation en nous expliquant le constat que vous avez fait dans les zones de non-droit et puis, surtout, ce qui a motivé la rédaction de ce manifeste? Bien, d'abord, merci infiniment de me recevoir ce soir. Je vais essayer d'être bref et aller à l'essentiel. En signant le manifeste l'an dernier, le manifeste dit des généraux, que vous avez fait ressortir, qui n'était pas heureusement que des généraux d'ailleurs, je l'ai signé comme un seul homme parce qu'il me semblait très important, on parlait des banlieues, et il me semblait là très important que j'apporte ma contribution à cette signature, à ces signatures, parce que j'ai touché du doigt les difficultés de ces banlieues pendant 15 ans. Et le signal d'alarme que cette lettre le signal d'alarme de cette lettre montrait bien que si on ne faisait rien, et vous l'avez souligné également, on ne faisait rien, la France allait se séparer d'un certain nombre de ses enfants et de ses cités. Il y a une installation d'une société qui n'est plus vraiment la France, et pour laquelle l'État a les plus grandes difficultés d'y mettre son nez et finalement de faire en sorte que ces cités reviennent dans le giron français. Mais ça date pas d'hier. Simplement, aujourd'hui, ça s'accentue. Ça devient de plus en plus dur.
Donc, la signature, si vous voulez, j'ai signé cette lettre parce qu'il me semblait très important que je puisse m'exprimer et dire voilà ce qui se passe dans les banlieues. Et si nous n'y prenons garde, si nous ne faisons rien, eh bien demain, ce sera une révolte ou ce sera un détachement complet de la France. Et l'État, n'y pouvant mais, sera contraint d'appeler les armées à la rescousse. Et les armées iront de toute façon à leur corps défendant, mais finalement pour faire la guerre, ou du moins employer les armes. Et je ne voulais absolument pas que ça soit cette optique qui soit celle-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce manifeste en disant il y a une autre solution, avant qu'il ne soit trop tard, une autre solution jouable. Encore faut-il que pour que cette solution soit jouée avec succès, eh bien, on prenne tous les paramètres possibles que j'évoque pour gagner cette bataille qui est la bataille finalement que la France redevienne la France. Eh bien, merci pour ces éclaircissements qui méritaient d'être rappelés parce que malheureusement, les couvertures médiatiques de cette fameuse lettre ont complètement déformé la réalité que vous venez d'exposer et puis que vous avez vous-même vécu en vous déplaçant au contact de ces jeunes. Monsieur Détailleur-Henry, vous avez une question à poser au général, je crois. Alors tout à fait. Je vais reprendre votre livre donc avant qu'il ne soit trop tard, hein, que François Harary a montré tout à l'heure à l'écran. Donc au sein de cet ouvrage, vous faites 2 constats. Le premier, celui d'une situation explosive dans certains de nos quartiers, et nous ne pouvons que partager vos constats. Le second, contrairement à ce qu'annoncent certains candidats à la présidentielle de la République, la majorité de la jeunesse de ces quartiers souhaite se sortir de la spirale infernale. Donc, ma question générale est la suivante. Ne croyez-vous pas que l'heure est de parler du grand rassemblement afin de tordre le cou au déclassement? Alors, plutôt que le grand rassemblement, je dirais, c'est rassembler tous les Français. Pour moi, si vous voulez, il n'y a pas les Français à l'intérieur du périphérique et à l'extérieur du périphérique, vaille que vaille, on voit ce qui se passe. Pour moi, il n'y a pas de France périphérique, il y a la France une et indivisible, pour laquelle tous les efforts doivent être faits pour amener les enfants de France dans le giron français. Voilà, donc moi, c'est pas le rassemblement devra se faire, mais ça prendra du temps, parce que ça fait 30 ans qu'on laisse filer les affaires sans y mettre bon ordre. Et maintenant, il va falloir convaincre, susciter l'envie, créer l'enthousiasme, trouver les solutions, apporter, un plan social extraordinairement fort, refaire des structures, recréer. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que, voilà, je crois, moi, que c'est important qu'on le fasse. Et si on ne devait pas le faire, eh bien, c'en est fini, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'en est fini de la France une et indivisible. Moi, je ne supporte pas ça, si vous voulez. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, on laisse faire. Je prends un exemple très simple. Vous avez eu, il y a 3 jours, des manifestations à Paris de gens qui sont allés manifester parce que, voilà, ils avaient envie de lutter, enfin, de donner de la voix contre le pass et que sais-je encore. Il y a eu 7000 flics qui sont intervenus. Et à côté de ça, en Seine-Saint-Denis, il y a des tirs à la Kalachnikov dont personne n'a parlé. On en a vaguement parlé. Et moi, pour moi, les tirs à la Kalachnikov étaient plus importants, si vous voulez, que les 7000 flics qui étaient à Paris. Tout à l'heure, je parlais avec Monsieur Détailleur-Henry qui évoquait la crainte, la peur des Français face à la gangrène de la délinquance. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Alors, la question, donc, c'est le constat. Donc, les Français, d'année après année, expriment leurs craintes et leurs peurs vis-à-vis de la société qui ne cesse d'être gangrénée par les délinquants, de plus en plus violents, qui ont de moins en moins peur des forces de l'ordre, il faut le souligner. D'une part, partagez-vous ce sentiment d'une société toujours plus dangereuse? Et d'autre part, où se trouvent selon vous les raisons de cette violence en croissance? Et quelle serait la solution immédiate à prendre pour que la peur change enfin de camp? La société est de plus en plus violente. Je ne vais pas faire de dessin, vous le voyez tous les jours. Ça, c'est incontestable. Elle est pour multiples raisons, je ne vais pas revenir dessus non plus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ce que j'explique dans mon ouvrage et que j'ai explicité plus directement avec un mémento que j'ai fait de 15 pages qui descend vraiment dans le détail opérationnel de ce qu'il faudrait faire. Je crois qu'il n'y a pas à tortiller. Il faut que si l'État veut reprendre pied dans les banlieues, il faut qu'il impose véritablement
quelque chose de fort. Ce quelque chose de fort, c'est quoi? Eh bien, ça doit être, à mon sens, et je le crois maintenant parce que ce que j'ai vécu, c'est qu'il doit y avoir un audit. Donc, ce serait un audit sécuritaire qui fasse vraiment le bilan exact, immeuble par immeuble, quartier par quartier, en commençant par, évidemment, pas 36 quartiers, mais 4 ou 5 en France, et qui puisse établir véritablement un diagnostic sur qui fait quoi, où sont gâchées les armes, on trouve les caches d'armes, le fric, la drogue, tout ce que vous imaginez. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour le réaliser, pour le faire, hein, ça ne posera pas de problème. Et parallèlement à ça, il faut évidemment qu'on ait un audit social. Parce que vous ne pouvez pas à la fois avoir, vous ne pouvez pas avoir le bâton et rester que sur le bâton. Il faut avoir bien évidemment montré aux gens qu'il y a un plan social majeur qu'il va falloir établir. Ce plan social majeur, un audit là aussi. Parallèlement à cet audit sécuritaire, j'appelle ça, il y a un audit social. Parce que vous ne pouvez pas uniquement traiter la violence par quelque chose, par le bâton, j'allais dire. Et donc, il faut un audit social conséquent, important, avec des gens qui savent faire, hein, les industriels, les bailleurs sociaux, les associations, Pôle emploi, que sais-je encore, mais je sais tout ça, ce qu'il faut faire. Et c'est parce que c'est le pendant. Et vous ne pouvez pas engager dans les banlieues sans avoir cette réflexion sur un social qui soit un social très important. Pour que ces audits, l'un et l'autre, fonctionnent, il faut que vous établissiez la sécurité. La sécurité, elle n'est pas assurée aujourd'hui. La sécurité, entre 20h le soir et 6h le matin, c'est laissé aux bandes. Donc, ce sera les armées. Et à ce moment-là, vous mettez une compagnie, 150 hommes, au bas des immeubles, dans le quartier, patrouille de nuit, etc. Et vous allez voir qu'en 2 coups de cuillère à peau, eh bien, vous allez en quelques jours, quelques semaines au plus, c'est au démarrage, hein, en quelques semaines au plus, vous aurez rétabli, j'allais dire, la confiance et vous aurez permis à des gens de comprendre ce que l'on veut. Voilà. Je vois ça comme ça. Après, il faudrait redescendre dans le détail, mais ça, le détail, je pense que je n'ai pas à le dire là ce soir, c'est trop compliqué. Mais voilà, les armées interviendraient en armes dans ce cadre-là. Alors, on comprend mieux avec vos explications, on comprend effectivement beaucoup mieux la vision que vous avez de l'intervention des forces armées. C'est une intervention d'abord pacifique, une présence qui permettrait de combler ces périodes où actuellement les quartiers sont laissés à la gouvernance des bandes. En général, vous voulez dire, oui? Oui, je veux dire que le terrain n'est pas tenu. C'est-à-dire le terrain n'est pas tenu par les forces de sécurité. Aujourd'hui, quand vous allez en banlieue la nuit, il faut passer des checkpoints, vous êtes guidé, vous pouvez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les familles sont cloîtrées chez elles, elles ne peuvent plus bouger. Donc, il faut la restauration de la sécurité ou l'instauration et la restauration de la sécurité passe par la mise en place, à mon sens, et je crois, par les armées. Ça sera un signal fort de l'État. L'État réintervient, se réinsère dans les banlieues. Ça sera un signal fort vis-à-vis de la population. Enfin, ils vont pouvoir sortir le soir, etc. Et un signal fort vis-à-vis des bandes qui ne sauront jamais ce qu'elles doivent faire. C'est-à-dire, vis-à-vis des soldats en armes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y aura toujours l'incertitude. Est-ce que les soldats vont riposter, pas riposter? Donc, vous voyez, et je crois que ce cadre-là conviendrait tout à fait pour une restauration, j'allais dire, de la vie normale dans nos cités. Très bien, mon général, votre livre, comme vous venez de l'exposer, propose des solutions qui semblent parfois et pour beaucoup évidentes. Il apparaît un peu comme une étape qui suit naturellement cette pétition des anciens militaires d'avril 2021 sur laquelle j'ai envie de revenir. Alors, j'ignore quelle sera la réaction des ministres de l'Intérieur et des Armées à la lecture d'avant qu'il ne soit trop tard. Il est vrai que depuis des décennies, nos gouvernants brillent dans ce domaine par leur inaction et je dirais même leur apathie. Mais je me souviens de la façon dont de nombreux médias ont pris en compte cette pétition et je vais vous poser une question directe. Mon général, êtes-vous un général factieux? Vous me posez une question qui est assez surprenante. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'abord. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire. Deux, je pense avoir passé l'âge. Et je crois que
je puisse apporter avec l'expérience que j'ai eue de la troupe pendant 36 ans, de l'entreprise pendant 10 ans, des banlieues pendant 15 ans, de ce contact avec cette jeunesse qui est en recherche. Je veux dire, la jeunesse que j'ai côtoyée est en recherche de la France, en recherche voilà, il faut lui redonner espoir, enthousiasme, volonté pour réussir. Et je me dis que ben voilà, je puisse apporter encore, je pense, ce reste de foi pour permettre à ces jeunes et ces moins jeunes de gagner le bateau France, enfin, tout simplement. Oui, très bien. En fait, je souhaitais revenir sur l'interprétation qu'avaient fait les médias l'an dernier en évoquant des factions qui auraient mobilisé certains militaires français. Et effectivement, ce n'est pas le cas. Vous l'avez, votre expérience, votre vie et vos propos le prouvent. Christopher Détailleur-Henry, vous voulez intervenir? Oui, alors je voudrais poser une question d'ordre plus général. Donc, comme vous l'avez fortement compris, les thèmes de la défense et de la sécurité seront des sujets majeurs de l'élection présidentielle à venir. Sur les candidats d'ores et déjà déclarés, et ceux qu'ils seront probablement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pensez-vous qu'un programme politique sorte du lot pour remettre la France sur les bons rails? Écoutez, avec ce que j'entends ici ou là, ce que je vois, ce que j'observe, j'ai pas l'impression que le sujet des banlieues, enfin les banlieues, les banlieues au sens large, hein, c'est y compris les zones campagnardes dans lesquelles il y a des trafics de drogue à nouveau, enfin des trafics de drogue, voilà, on s'y attendait pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet de préoccupation majeure. Parce que, vous l'avez compris, si on prend cette affaire à bras le corps, il faut une génération, il va falloir une génération pour y arriver. Et donc, ce que j'explique, c'est que nos hommes politiques qui ont une vision à court terme, sur 5 ans, sur 2 ans, quand on est ministre, finalement, il vaut mieux laisser le couvercle sur la cocotte, déverser des milliards ici ou là, et puis finalement ne pas s'occuper tant que ça ne bouge pas. Et donc, ça ne bouge pas, sauf que, on l'a écrit dans la lettre il y a 1 an, ça peut bouger, ça peut bouger de façon violente, d'une part. Et puis d'autre part, il y a un certain nombre de Français comme moi qui peuvent se dire, finalement, on dépense beaucoup d'argent pour finalement faire en sorte que le feu, les braises ne soient pas attisées, mais ça nous coûte cher. Et in fine, c'est la France qui se scinde. Voilà. Alors, pour répondre directement à votre question, je n'ai pas eu encore comment dirais-je, le coup de téléphone qui allait bien d'un des candidats pour me dire, mon général, écoutez, venez m'expliquer votre affaire. C'est intéressant parce qu'effectivement, beaucoup de gens se demandent si vous envisagez une carrière politique ou de vous lancer au moins dans la politique, mais nous savons que dans certains milieux politiques, on évoque vos prises de position et votre ouvrage, normalement, devrait faire du bruit et au moins, ce que nous souhaitons tous, resensibiliser la classe politique avec des gens courageux qui pourraient prendre le problème à bras-le-corps et faire appel à des gens comme vous qui, du fait de votre vocation et de votre métier, mais aussi de ce que vous avez fait dans l'armée comme dans les banlieues, sachant que votre livre sera sans doute lu par des gens qui veulent prendre ce problème à bras-le-corps et qui ne manqueront pas de faire appel à des conseillers comme toi qui, par leur expérience, peuvent apporter des solutions. Je serais, oui, ça m'intéresserait, bien évidemment. Si on me confie demain la gestion, si on me confie, mais à mes conditions, c'est-à-dire que dans le livre, dans mon ouvrage, je dis ce qu'il faut faire. Il y a des conditions préalables, hein, c'est-à-dire qu'il faut arrêter tous ces ministères, avoir qu'un seul ministère, qu'on ait une vision stratégique à long terme, avoir des équipes opérationnelles, faites à la fois comment dirais-je, d'opérateurs de quartier qui soient repérés, qu'on ait formés, et puis de militaires ayant quitté l'institution en voulant se lancer dans une carrière sociale, avec des généraux, des officiers généraux qui soient
j'allais dire, dans les quartiers dans les quartiers ou dans les structures pour aider les industriels, etc. Donc, il y a tout un préalable qu'il faut bâtir. Je ne vais pas me lancer, je me refuserai toujours de me lancer à l'aventure si on ne me donne pas des garanties, parce que si je n'ai pas de garantie, ça veut dire que les jeunes derrière n'intégreront pas la France. Donc, je suis bien là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que tous ces jeunes qui sont en attente, qui sont en questionnement, qui sont en révolte, hein, parce qu'on finalement, on ne les aide pas, tous ces gens-là, on puisse leur offrir finalement chaussures à leurs pieds le moment venu. Voilà. Alors là, j'ai une question. Ces jeunes que vous évoquez, lorsqu'ils vous rencontrent, vous qui êtes général, officier, qui représentez la discipline, l'ordre, qui représentez le pouvoir un petit peu, comment vous accueillent-ils? Est-ce que vous accueillent à la première étape comme un adversaire, comme un allié des policiers, ou est-ce qu'ils vous accueillent autrement? Non, ils m'accueillent, je dois dire, alors j'ai peut-être été dans des quartiers qui n'étaient pas comme je ne suis pas allé au fin fond des quartiers difficiles, justement. Là, il y a la véritable question. Maintenant, il faut gagner ces quartiers difficiles. Les jeunes que j'ai vus, d'abord, étaient amenés, mais ils étaient interrogatifs. Ils étaient à l'écoute. C'est la première fois qu'on s'intéresse à nous, que l'on dit, je leur dis comme dans les armées, quoi. Voilà ce que l'on va faire, et on faisait ce qu'on a dit. Alors là, c'était un événement, parce que d'habitude, c'est pas du tout ça. D'habitude, on leur dit des tas de trucs, mais on ne tient pas parole. Bonne remarque, très bonne remarque. J'aurais une dernière question, parce que malheureusement, malgré ce débat passionnant, il faudra arrêter l'émission. Mais ma dernière question est la suivante. Elle vient du président de l'Appel au peuple, David Saforcada, et qui a une grande culture d'histoire militaire et qui vous pose cette question après avoir lu votre livre avec beaucoup d'attention. Mon général, dans vos propositions, vous parlez de déployer des unités militaires constituées dans les quartiers. Nous venons de le voir. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus intéressant que cette mission soit donnée à des unités de gendarmerie, notamment mobiles? D'autre part, pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui a été fait en Algérie, à l'époque des événements d'Algérie, de la guerre d'Algérie, avec les SAS, ces sections administratives spécialisées qui servaient à établir une présence de la France, une présence de l'armée conciliante, et puis aussi qui permettait de noyauter des zones réputées dangereuses. Quel est votre avis sur cette proposition? Non, moi, si vous voulez, la posture, si on remet des uniformes bleus dans les banlieues, pour une opération lourde comme celle que je souhaite faire pour ces jeunes, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, pour la pacifier, entre guillemets, ramener la sécurité dans nos banlieues, je pense que les uniformes bleus sont grillés. C'est-à-dire que vous voyez très bien la haine qu'il y a des jeunes vis-à-vis de la police, voilà. Moins vrai pour la gendarmerie, sachant que la gendarmerie n'a pas. Je pense qu'il faut changer de braquet. Vous ne pouvez plus faire appel à la police, à la gendarmerie. Regardez la gendarmerie mobile qui était hier sur les Champs-Élysées avec les véhicules blindés, etc. Bon, à un moment donné, c'est pas la même chose. Là, je suis vraiment sur une posture de changement de braquet avec une volonté gouvernementale pour montrer au public, pour montrer à l'opinion que ça change. Voilà. Si vous prenez les mêmes pour une mission différente, ça ne sera pas bon, à mon avis. La deuxième chose, la guerre d'Algérie, j'y étais pas, j'étais jeune, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce que je sais par contre aujourd'hui, c'est qu'on a tous les moyens techniques pour faire des enquêtes, pour faire cet audit dont je parlais. Et c'est quelque chose qui est facile, hein, je pense qu'il est relativement facile dès lors qu'on le veut et qu'on a le courage de le faire. Très bien. Donc, en fait, on comprend bien votre solution, c'est de faire une opération assez lourde tout de même de pacification, mais sans aller au combat, dirais-je, parce que vous avez cette expérience des jeunes que vous avez rencontrés, vous savez
que ces jeunes, eh bien, ils sont une composante de la France, que la France, nous l'avons dit plusieurs fois au cours de cette émission, est une et indivisible. Vous l'avez dit vous-même, nous sommes d'abord tous des Français, et donc nous apprécions ces étapes que vous avez présentées d'un audit sécuritaire et social, de manière à avoir une vision objective de la situation et des solutions à mettre en place. Et puis, avec une nouvelle mission pour nos armées qui sont quand même bien taillées à assurer la sécurité et ont une expérience notamment de terrain, notamment lors des opérations que l'armée est amenée à faire. Vous nous apportez, mon général, et je vous en remercie, un message d'espoir. J'invite encore une fois les auditeurs à se procurer votre ouvrage avant qu'il ne soit trop tard chez Michel Lafon, où sont proposées de manière beaucoup plus détaillée les solutions que vous avez eu l'amabilité de nous exposer, et nous vous en remercions. Christopher Détailleur Henry, je vous remercie. Mon général, je vous remercie, et à bientôt sur le terrain peut-être. Merci beaucoup, dans quelques jours, je crois. Merci. Merci, mon général. Au revoir.